Les moines ont toujours raison, je sais pas. Aujourd'hui, dans les sphères d'engagement, on se les pose peu ces deux questions. Ah, vous êtes ouf, j'adore. Ah, j'adore. Franchement, la vie, c'est un buffet, et donc du coup, il faut faire se faire kiffer. 1998, champion du monde. Champion d'un monde qui se rebelle, marqué par d'innombrables catastrophes naturelles. Elle déplace plus de 25 millions de réfugiés. Plus que la guerre, cette année marque une grande première. Champion d'un monde qui tente de faire face à cette situation préoccupante, qui tente d'instaurer le tri sélectif en France, de préserver les zones protégées au Pérou, d'élargir à l'ONU la justice climatique pour que chacun ait sa chance, mais champion d'un monde qui échoue à Buenos Aires, où la conférence contre les changements climatiques reste muette, ou encore au Tibet, qui interdit l'exploitation forestière sans que celle-ci ne s'arrête. Enfin, champion d'un monde qui a faim, faim de voir les OGM disparaître d'Occident et de pouvoir manger de meilleurs aliments, voire faim tout court pour les habitants du Darfour. 1998, 367 ppm. Donc, merci Hugo de venir pour ce 4e épisode du Terrarium. On commence à grimper petit à petit. Salut, déjà merci beaucoup pour l'invitation et merci pour cette introduction incroyable. Trop content de savoir ce qui s'est passé en 98, même si c'est pas que des bonnes nouvelles. Il faut de tout, ouais. Pour présenter, moi je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans, né en 1998 et en ce moment je suis explorateur. Je m'immerge dans plein de communautés en Europe pour étudier comment mieux apprendre ensemble au service de la transition écologique et sociale. On va, dans cette première partie, parler de ton parcours avant justement que tu aies fondé Into the Tribes et que tu te mettes à explorer toute l'Europe. Et donc, pour ce parcours, on va avancer à travers les ppm. Donc, les ppm, c'est un indice de concentration du CO2 dans l'air et qui a tendance à avancer au fil des années. Donc, en fait, chaque année associé à un ppm. Et donc, on était en 1998 à 367 ppm. Et là, on va avancer donc de 11 ans, en 2009. Et là, on est à 388 ppm. Et à ce moment-là, tu deviens capitaine de ton équipe de foot. Et ça symbolise en fait tout un collectif pour toi. Ouais. Donc cette date, elle a rien à voir avec l'écologie, parce qu'à cette époque, en fait, je suis absolument pas sensibilisé à cet enjeu-là. Je vis beaucoup dans la nature, j'adore être dans la forêt, mais j'ai pas cette conscience écologique. En revanche, je suis un grand fan de foot et je passe la plupart de mon temps au sein de mon club et je deviens capitaine de mon équipe. Et en fait, c'est au sein de cette équipe que je me suis rendu compte du pouvoir du collectif. Et pourquoi j'ai mentionné cette date-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas la fin, le collectif, mais c'est pour moi le moyen, c'est pour moi la solution pour aller mener les enjeux écologiques. Et c'est en tout cas, c'est au sein de cette équipe où je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ensemble qu'on peut réaliser des grandes choses et à la fois aussi grandir. Et alors, qu'est-ce que le capitanat justement représentait pour toi à ce moment-là? Est-ce que c'était une responsabilité d'emmener ce collectif vers de grandes choses, ou c'est le fait d'être capitaine qui t'a donné ce déclic et tu t'es rendu compte de la force du collectif? Je pense qu'il y a déjà cette notion de responsabilité où je me suis dit, waouh, en fait, ouais, j'ai une responsabilité collective de porter la voix des joueurs, de faire le lien entre l'entraîneur et l'équipe. Donc je pense que c'est cette première notion de responsabilité. Et ensuite, il y a aussi ce côté un peu galvanisant de se dire, comme aujourd'hui dans tout collectif, on a chacun nos talents, on a chacun nos spécificités, et comment on arrive à créer le meilleur cocktail avec tous ces talents-là pour ensemble arriver à un but commun. Ouais, un peu cette idée de chef d'orchestre en fait. Complètement. Comment associer chaque individualité dans le collectif au final. Ouais. Et comment mener, et ça je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour les différentes transitions qu'on veut mener, mais comment on fait pour mêler une motivation qui est intrinsèque, qui est personnelle, à une motivation qui soit collective pour un but commun et pour le bien commun de manière plus générale. Pour finir sur le capitanat, comment est-ce qu'on est un bon leader selon toi? Et peut-être question sous-jacente, est-ce qu'un collectif a forcément besoin d'un leader ou d'un capitaine justement pour le diriger? Est-ce que le collectif peut vivre de lui-même? Moi, c'est une question qui me tourmente encore, puisque je pense qu'il y a beaucoup de différentes formes de collectifs. Donc déjà, ça dépend de quelle taille on parle. Par exemple, il y a un chiffre, j'ai plus le nom en tête du théoricien, mais au-delà de 150, on arrive à de la hiérarchie. On perd cette notion, et donc, du coup, on est obligé d'avoir quelque chose de beaucoup plus pyramidal. Donc, je pense qu'il n'y a pas une réponse concrète à ça. De se dire,
à quel point on a besoin d'un capitaine ou non. En revanche, moi je pense que on a besoin aujourd'hui de personnes qui portent des collectifs, puisqu'on a quand même besoin de personnes qui vont dynamiser ça. Mais dans les différentes formes de leadership, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de d'autres formes de leadership et des leaderships qui soient, en tout cas, moi, les leaderships qui m'inspirent, c'est des leaderships beaucoup plus soutenants, qui notamment sont beaucoup plus authentiques et qui partagent beaucoup plus leur vulnérabilité. Pour moi, c'est peut-être la clé de ce nouveau type de leadership, c'est voilà, comment j'arrive à partager aussi mes faiblesses et à exprimer mes émotions pour leur dire, bon, bah, ok, je suis pas le grand leader qui va porter au bout de mes bras tout le monde. Non, non, je suis aussi un leader qui a ses faiblesses, qui a ses questionnements, et comment ensemble, justement, on peut répondre à toutes ces Ouais. problématiques. Mais le leader, ça peut être aussi celui qui va organiser les repas à la fin à la fin du match et qui va créer vraiment cette cohésion. Cette personne qui va savoir aussi remettre en question les différents apprentissages de l'équipe. Et donc, en fait, je pense qu'il y a différentes formes de leadership et il faut savoir mêler ces différentes formes. Dans l'écologie, j'ai quand même l'impression que ça commence à venir, qu'il y a des petits collectifs, mais il y a toujours un peu cette méfiance de pourquoi moi je ferais ça alors que les autres ne le font pas Mm. forcément. On le voit déjà à l'échelle d'État, par exemple, mais aussi à l'échelle individuelle. Comment est-ce qu'on fait naître ce collectif pour l'écologie ou même pour d'autres sujets sociaux, par exemple? Et aussi, on voit qu'il y a de petits collectifs quand même commencent à émerger un peu Mm. partout. Est-ce qu'il faut faire naître un grand collectif selon toi? Tu en parlais justement de ce problème de Ouais. taille. Ou est-ce que tu penses pas que c'est plus intéressant d'avoir plein de petits groupes qui font leurs actions Mm. à leurs échelles? Euh, J'adore ta question, parce que pour moi, c'est l'enjeu pour répondre aux enjeux de demain. C'est comment on arrive à créer un grand mouvement, à massifier ce mouvement-là, tout en créant des petites cellules qui ont leur culture, leurs moyens d'action. Euh, Puisque, bon, ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera pas à changer les choses si on le fait chacun de notre côté. Forcément. Et qu'on a du coup besoin du plus grand nombre pour réaliser les solutions, imaginer aussi des nouvelles solutions pour répondre à ces enjeux-là. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si vous avez déjà été dans un collectif, mais quand on est 10 000 dans un stade, on ne se sent pas forcément appartenir hyper relié à toutes les personnes. Par contre, on peut se sentir plus relié à certaines personnes, à certains modes d'action. Et c'est là où, pour moi, toute l'importance, c'est de recréer des communautés, retrouver ces tribus. Moi, je les appelle ça des petites tribus. Et retrouver sa tribu, retrouver les valeurs qu'il y a dans ces tribus-là. Et ensuite, et c'est là l'enjeu, c'est le but, c'est pas de chacun avoir sa tribu et avoir un monde complètement fragmenté. Le but, c'est de savoir créer des ponts entre les tribus et donc créer aussi en fait une sorte d'archipel qui viendrait entre nos différentes cultures à avancer de manière collective vers cet enjeu-là. Et pour moi, c'est un vrai enjeu puisque quand on regarde le monde, cet archipel, il existe déjà. On est de plus en plus dans nos petites bulles. Moi, je parle très rarement à des personnes des autres générations, à des autres cultures. Et donc, aujourd'hui, comment on fait pour aller rencontrer ces différentes cultures, aller rencontrer ces différentes générations, tout en me retrouvant, moi, dans ma communauté, où je sens, voilà, c'est ma tribu, c'est mes valeurs, je me sens bien dedans et je trouve mon identité. Bon, moi, je le ramène à l'écologie parce que c'est ce qui me parle plus que Ouais. d'autres choses, mais c'est vrai que même au sein de l'écologie, souvent, on peut voir l'écologie comme un grand tout, mais il y a plein de courants. Il y a les gens plus militants, les gens plus corpos, et c'est vrai que tous ces sous-groupes, en fait, sont importants du moment, ouais, comme tu dis, qu'il y a un dialogue et qu'ils avancent dans le même sens, et que Exactement. ce ne soit pas complètement désordonné. On va donc continuer maintenant, on va avancer de 8 ans, arriver en 2017, là on est à 407 ppm, donc ça commence à grimper petit à petit, et à ce moment-là, tu vas en Inde alors, ou t'organises un voyage humanitaire en Inde. Exactement. C'est ma première année d'études en école supérieure. Et tout de suite, je sens que j'ai besoin de m'engager. Donc, je rejoins avec un groupe de potes cette association qui s'appelle Indie Action. Et pendant un an, on est une quarantaine de personnes, d'étudiants, à créer un projet, rassembler des financements, créer des partenariats. Et là, franchement, c'est le kiff. Je me sens utile. Je suis dans un collectif aussi où voilà, c'est des personnes avec qui je partage les mêmes valeurs. On est dans l'action, c'est des choses qui me plaisent. Il y a ce côté un peu entrepreneurial qui est assez en moi et donc j'adore. Et je me sens utile et je me dis, ok, bon, pour une fois, je fais quelque chose qui me sert, qui sert aussi l'écosystème. Et c'est mieux que, j'étais en école d'ingénieur, c'est mieux que de faire des équations où je savais pas trop à quoi ça C'est servait, plus quoi. motivant, ouais. Euh,
Et puis, au bout de cette année-là de gestion de projet, on arrive sur place, où donc on donne ces financements-là. Et là, il y a une vraie désillusion pour moi. En fait, je me rends compte que l'engagement que j'avais imaginé, que j'avais certainement un peu idéalisé, en fait, il ressemble plus à du tourisme humanitaire. Je me rends compte que une fois sur place, il y a un peu ce mythe du blanc qui vient aider tout le monde, qui a toute la solution, toute la science, alors qu'en fait, ils savent très bien faire, mieux faire que nous. Et en fait, je me rends compte que bon, bah, je sers un peu à rien. J'ai l'impression qu'ils m'ont plutôt invité, enfin, qu'ils nous ont invités pour nous faire plaisir, leur avoir donné ce financement-là. Et là, je me dis, oh waouh, euh, au-delà de s'engager, en fait, pourquoi je m'engage? Et il y a peut-être deux pourquoi. Il y a le pourquoi, donc quel est l'impact final, l'impact direct de mon engagement. Mais il y a aussi le pourquoi moi je m'engage Ouais, intrinsèquement. d'où ça vient D'où ça vient? Qu'est-ce que je viens chercher dans cet engagement? Euh, et notamment, là, je peux le partager. Voilà, j'avais 18 ans. En fait, c'était parce que c'était cool de faire de l'humanitaire. Ma petite sœur était très contente que je fasse de l'humanitaire. Je poste ma petite photo. Mais en fait, j'étais pas allé questionner le pourquoi je suis allé Ouais, en m'engager là. fait, t'es allé aider les autres, peut-être plus pour toi en fait que pour les autres. Et Exactement. c'est souvent une des critiques qu'on peut faire Mm. à l'humanitaire. Ouais. Et à toute forme d'engagement, de manière globale. Et donc, c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, ces deux questions-là, je me les garde. Mais à chaque fois que je m'engage dans un nouveau projet, quand vous m'avez proposé de venir au podcast, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi? Et ces deux pourquoi, quel est l'impact direct que je vais avoir en étant dans ce podcast, mais aussi, pourquoi moi, j'ai aujourd'hui envie de parler de ce sujet-là? Qu'est-ce que je viens y chercher? Et je pense que lier cette motivation externe, donc le pourquoi, et cette motivation interne, ce pourquoi, bah, il est hyper important, hyper essentiel. Et pour autant, aujourd'hui, dans les sphères d'engagement, on se les pose peu, ces deux questions. Il faut avoir le courage de pouvoir y répondre, parce que parfois, ça peut être assez, pas douloureux, mais il faut avoir du courage. Pour revenir sur l'humanitaire, il y a une autre critique moi, que j'avais vue, c'est que ça crée souvent des manques affectifs en fait, chez les personnes que tu vas aider, parce que bah, toi, ça a duré quelques mois en Ouais. fait, quand tu y étais. Et donc, ça veut dire que tous les 2 mois, en fait, elles s'attachent à quelqu'un, et puis elles le perdent. Et donc, enfin, c'est pas comme perdre un parent, mais c'est Non, comme mais si c'était un nouveau proche qui disparaissait tous les 2 mois. c'est vrai que cette question-là, moi, elle est arrivée en fait quand je suis revenu. C'est une pote, et me souviendrai toujours du lieu, du moment où cette pote m'a dit ça. Elle m'a dit, mais tiens, lis ça et questionne-toi sur ton engagement et ce que tu as fait ces 2 derniers mois. Parce qu'en effet, il y a un vrai problème affectif où bah, les enfants s'attachent, puis en fait, au bout de 3 semaines, bah, alors ils m'appelaient leur grand frère, etc. Puis bah, en fait, leur grand frère, il est Ouais, parti, donc du coup, ils vont se rattacher. Et donc, en fait, au-delà de l'impact que j'avais, que je pensais neutre, bah, en fait, il était même limite, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai eu un impact négatif alors que je voulais avoir un impact positif. Et puis, il y a pour moi quand même une question aussi coloniale qui est présente, qui fait partie de notre histoire. Et donc, comment on arrive à se positionner par rapport à ça? Voilà, tu vois, durant mon voyage, pas mal de fois, j'ai eu ce choc culturel où en fait, bah, je viens avec des bagages quand même qui est. Bah, la France, c'est un pays colon. On a eu une histoire pas forcément glorieuse avec beaucoup des peuples, Mm. notamment avec les Samis qui sont l'un des derniers peuples autochtones d'Europe. Et donc, quand je dialoguais avec ces personnes-là, des fois, elles me disaient, mais t'es français, j'ai pas à te répondre parce que, en fait, t'as détruit ma culture. Donc, Ouais. pourquoi aujourd'hui tu viendrais me re-questionner? Et donc, moi, ça m'a aussi beaucoup re-questionné de, même aujourd'hui, après des centaines d'années, bah, qu'est-ce que je garde de cette culture-là et avec quoi je viens lorsque je discute avec quelqu'un, lorsque je fais une action avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que je crois beaucoup aujourd'hui à plutôt l'empowerment, l'encapacitation en français, de bah, comment plutôt on donne le pouvoir d'agir et d'action aux différents peuples, aux différentes personnes, plutôt que lorsqu'on a des privilèges, venir un peu porter nous-mêmes ces combats. On va maintenant avancer de 2 années, Ouais. donc à la dernière date que tu m'as donnée en 412 ppm. Et donc là, tu voulais plutôt nous parler de la fondation de Up for Europe Ouais. et du fait que tu as trouvé ta tribu en fait Mm. à travers ça. Donc peut-être tu peux déjà présenter un peu ce que c'était ce projet, ce qu'il est Ouais. toujours. Donc Up for Europe, c'était un projet de jeunes pour les jeunes afin de construire une Europe plus écologique et plus sociale. C'était en 2019. On a voulu faire un tour d'Europe de 4 mois pour aller récupérer la parole des jeunes dans pas mal d'universités en Europe et ensuite porter leur voix au sein de la Commission européenne. C'était un projet incroyable
où, un peu par un concours de circonstances, on s'est retrouvés à être 9 jeunes, on ne se connaissait absolument pas. On était engagés à différents niveaux et répartis partout en France. On s'est dit, waouh, en fait, ce projet, il nous parle et donc on va le réaliser toutes et tous ensemble et on va partir faire ce voyage. Bon, malheureusement, on n'a pas choisi le bon timing puisqu'on est parti en mars 2020. Je pense que Le tout le monde pire se souvient de moment, ouais. cette date-là. Donc, on a pu faire que 2 étapes en Europe. Et ensuite, par contre, on a vécu une expérience assez folle, c'est qu'on a vécu le confinement ensemble. Au-delà de ce confinement, en fait, puisque la préparation du projet a duré 1 an, et durant toute cette préparation, il y a eu un collectif qui est né. Et j'ai dit ma tribu quand je t'ai présenté cette date-là, puisque je pense que c'est vraiment ma tribu, et encore aujourd'hui, alors que bon, ça fait quand même maintenant 4-5 ans que le projet est terminé, euh, et pour autant, on se revoit encore régulièrement, et on a pris des chemins d'engagement complètement différents. Il y en a qui ont monté des mouvements citoyens, il y en a qui sont dans un écolieu, il y en a qui sont dans le conseil pour des entreprises. Bref, on a des formes d'engagement totalement différentes, mais on était à une époque où en fait on se posait plein de questions. Et sincèrement, hein, je le dis maintenant, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir face à cette éco-anxiété si j'avais pas trouvé ma tribu à ce moment-là. Et au-delà d'avoir ces personnes avec qui j'ai pu partager mes réflexions, mes peurs, mes doutes, je pense que la chance qu'on avait aussi, c'est qu'on avait un projet en commun. Donc on était aussi dans l'action. Certes, on était dans la réflexion, dans le doute, où voilà, on pouvait partager nos peurs, être aussi dans l'action de, bah, en fait, on agit, on se sent utile pour quelque chose, et d'allier cette réflexion à l'action. En tout cas, moi, pour sortir de l'éco-anxiété, ça a été indispensable. Et je pense que c'est ça ce qui m'a toujours porté, plus ça. Comment aujourd'hui je peux porter la voix des autres. On va pas se On mentir. retrouve ce rôle de capitaine un peu. Ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, je pense que j'avais pas cette notion de quels sont tous mes privilèges. Aujourd'hui, je l'ai un peu plus. Voilà, je suis jeune, j'ai fait des grandes écoles, je viens d'un milieu assez aisé. Bah, en fait, c'est toutes des cartes que j'ai en main et comment aujourd'hui je me sers de ces cartes pour les redistribuer et surtout pour que les autres bah, arrivent à avoir des plus 4 dans leur jeu de Uno, quoi. Exact. Et comment t'as su que ta tribu était la bonne alors à ce moment c'est juste un feeling que tu le sens comme on peut s'imaginer ou pour toi il y a d'autres aspects? Euh, Moi, je marche beaucoup au feeling quand même. Euh, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que toutes les personnes avec qui aujourd'hui j'adore bosser, donc qui sont mes amis, et même enfin des amis avec qui je ne bosse pas, mais voilà, les personnes qui comptent pour moi, je me souviens de la première fois que je les ai vus, du premier regard. Et j'ai ce truc-là de feeling, de truc qui se ressent. Et donc, tu peux jamais, je pense, vraiment savoir si ça va durer longtemps ou Ouais, pas. ouais. Mais avec le recul, à chaque fois, je me dis, bon, bah, en fait, il y a eu cette connexion-là. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher. Et je pense que du coup, dans nos relations, pour faciliter ça, il faut être le plus authentique possible. Mais justement pour montrer que c'est un peu différent, moi tous mes vraiment meilleurs amis, j'ai aucune idée de quand je les ai Ah rencontrés pour ouais? la première fois. Moi j'ai tout oublié. Peut-être c'est Ok. un problème de mémoire, mais, mais ouais pour le coup bah, vraiment avec tous mes amis à chaque fois on se posait la question et aucune idée, Ok. on sait pas. Et donc ouais t'as un peu anticipé une de mes autres questions, c'est que en fait, cette tribu, elle peut changer peut-être au cours du temps, en fonction de tes valeurs. Ou... Je pense qu'il faut voir les relations comme ça. Et Mm. de se dire qu'il bah, y a des moments où c'est des relations plus fortes, puis des fois plus éloignées. Moi, un outil quand même que j'utilise, parce que c'est bien d'avoir l'intuition, etc., mais je pense que c'est aussi bien il faut d'avoir un peu des boussoles qui Ouais, nous aident des à choses qui nous avancer. guident, ouais, ça va. Et moi, c'est un outil où tu mappes un peu tes relations. Et j'essaye de toujours avoir, je me dis, les 5 personnes aujourd'hui avec qui je suis le plus en contact, bah, est-ce que je me sens libre de partager mes émotions avec elles? Est-ce que elles m'apprennent? Est-ce que c'est des personnes avec qui euh, je sais que je peux avoir un retour qui soit critique et constructif? Genre, si je dérive de chemin, est-ce que c'est des personnes qui vont me dire attends, là, Hugo, tu déconnes un peu, faudrait peut-être que tu ailles sur le droit chemin. Et en fait, pour l'instant, ça va, j'ai jamais eu à redéfinir ce cercle-là, mais je suis bien content quand je fais cet exercice-là de me dire ok, ben en fait, je suis bien entouré, j'ai bien ces personnes-là qui peuvent m'apprendre, avec qui je vis des trucs de ouf, mais aussi qui peuvent aussi me re-questionner moi, parce que je pense que c'est ça aussi le Ouais. principe d'une tribu. C'est que voilà, on n'est pas le plus fort, le plus puissant, donc on a besoin de l'aide d'autres personnes tout en ayant ensuite aussi du kiff. Et on peut vite être dans des relations où en fait bah, on est là avec ces personnes-là, on passe beaucoup de temps avec elles, mais on ne sait pas trop pourquoi.
Et donc de définir un peu l'intention de ces relations, je pense que c'est important. Bon, on parlait un peu du fait d'apprendre justement des autres au sein de cette tribu. Et pour continuer là-dedans, je vais laisser la place à Mathéo. Et donc, on va passer à la seconde partie où on va plus parler maintenant d'Into the Tribes et de tout ce que tu fais autour des tribus apprenantes. Pour cette deuxième partie, on va parler de ton projet actuel et je veux bien que tu présentes aux gens qui nous écoutent justement ce projet, le pourquoi, le comment et ce que tu fais exactement. Yes, C'est à carrément. toi. Donc, Into the Tribes, c'est une exploration sur les communautés. Mon objectif, c'est d'aller étudier quelles sont les dynamiques collectives qui nous permettent de faire collectif, faire ensemble. Et donc, je m'immerge là depuis janvier 2023 dans plein de communautés différentes en Europe. Et j'essaye d'aller explorer cette dimension collective et voir surtout comment le collectif peut nous aider à répondre aux enjeux de demain. Donc, il y a 3 grands axes dans le projet. Il y a un premier axe qui est d'explorer, où j'enchaîne des immersions de 3 semaines à 1 mois dans une grande diversité de communautés en Europe. Il y a un deuxième axe qui est de essaimer, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai tous ces apprentissages, comment je les partage aujourd'hui concrètement aux acteurs de la transition. Et enfin, il y a un troisième et dernier axe qui est cultiver, parce que c'est bien d'avoir des outils, des méthodes, mais si derrière il n'y a pas un récit collectif qui nous pousse à refaire communauté, à refaire tribu, en fait pour moi on n'y arrivera pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a un livre qui sortira en septembre 2024 sur un peu toute mon épopée et toutes les immersions que j'aurais pu réaliser en 2023, mais aussi tous les apprentissages et les réflexions que j'en retire. Ces apprentissages, t'en parles aussi sur ton site et de justement tes différents parcours parce que t'es allé dans un monastère, t'es allé à plein d'endroits, chez des scouts, t'es allé à l'Almas Forest School, si je le dis bien. Et à chaque fois, tu racontes justement sur ton site ce que tu apprends, ce qui t'étonne, les leçons que tu en retiens. À un moment, tu parlais de la méditation, par exemple. Il y en a plein d'autres. Comment est-ce que ça t'est venu à l'esprit comment est-ce que l'idée t'est venue de « je suis chez moi et je vais partir pendant 1 an explorer tout ça ». La jeunesse du projet, elle remonte à août 2021. Je fais une marche dans le Jura tout seul. Moi, tous les 6 mois, 1 an, je pars comme ça, juste avec mon sac à dos tout seul, pour aller me dire, ok, où est-ce que j'en suis dans ma vie, quels sont mes besoins, vers quoi j'ai envie d'aspirer. Et en marchant, je fais un peu le bilan de mes 6 dernières années d'engagement. Ça faisait 6 années que j'étais engagé dans de différentes manières, dans l'écologie et dans le social. Et je fais le bilan et je me dis, qu'est-ce que j'apprends de ces 6 dernières années? Et je fais un double constat. Premier constat, c'est que les communautés sont pour moi un levier incroyable d'engagement et de transformation sociétale. En fait, si demain on veut répondre aux enjeux de demain, il faut réussir à massifier, il faut réussir à embarquer du monde. Et pour ça, réaliser des communautés, c'est l'un des meilleurs moyens pour le faire. Et le deuxième constat, c'est que aussi et surtout, ces communautés sont un levier de transformation personnelle. En fait, c'est quand on est dans un collectif, quand on se sent bien, quand on agit aussi avec des personnes, qu'on se transforme. Et l'une des clés pour moi des transitions, c'est d'allier à la fois ces transformations sociétales avec des transformations personnelles. Parce que si aujourd'hui, vous le voyez bien avec Lily Gauguin, si on ne change pas nos moyens de consommation, si on ne change pas aussi notre intériorité, notre relation aux autres, en fait ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on allie les deux, la transition sociétale et les transformations personnelles. Et pour moi, les communautés, aujourd'hui, faisaient les deux à la fois. Mais comme on est dans une société qui nous pousse aujourd'hui de plus en plus à être individualiste, en fait je me dis, ok, il faut faire communauté, mais comment on fait vraiment communauté? Heureusement, il y a plein d'initiatives qui existent, que ce soit des initiatives qui datent de plusieurs siècles, à des initiatives qui réinventent aussi notre manière de faire communauté. Et je me suis dit, au lieu de réinventer la roue, autant aller voir ces innovateurs, autant aller voir un peu ces communautés ancestrales pour apprendre d'elles et surtout le partager aux acteurs de la transition. Et ça, c'était quelque chose, moi, qui était extrêmement important. Dans ces newsletters que tu appelles aussi Learning Letter, j'imagine qu'il t'est arrivé des choses auxquelles tu t'attendais pas, des choses, ou même que tu t'es posé des questions que tu ne te posais pas à ce moment-là avant d'arriver dans ces lieux et auprès de ces communautés. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter par rapport à ça? Et ça invitera aussi peut-être, je l'espère d'ailleurs, les auditeurs et les spectateurs à aller sur le site et s'inscrire à la newsletter. Newsletter Into the Tribes. Mon expérience en Sapmi, donc nous qu'on appelle Laponie,
qui est donc le nord de la Norvège, Suède, Finlande, et qui rassemble donc le peuple des Samis, qui est l'un des derniers peuples autochtones, qui est le dernier peuple autochtone d'Europe. Je suis allé là-bas justement pour aller voir aujourd'hui réellement comment ils font communauté, comment ils arrivent à transmettre leurs apprentissages de génération en génération, mais aussi comment ils développent leur culture en fonction de la société qui change, se modifie, évolue. Notamment, j'ai vécu pendant quelques semaines avec des éleveurs de rennes. Donc il faut savoir que de base, je suis végétarien. Donc aller vivre avec des éleveurs de rennes et au bout de 30 minutes avoir une carcasse de renne dans les mains, ça a été une bonne mise en contexte. Et une fois là-bas, en fait, je me suis rendu compte que en fait, les cultures sont hyper différentes et qu'on peut ne pas forcément créer des liens très forts entre les communautés, et que des fois, il y aura des barrières et qu'il faut accepter les différences entre les différentes communautés et accepter le fait que parfois, l'échange culturel, parce qu'il n'y a pas le bon contexte, parce qu'il n'y a pas le bon cadre, il peut ne pas y arriver. Je précise mon propos. J'arrive là-bas dans cette famille et mon rôle, c'est d'être un peu l'homme à tout faire de la famille. Et notamment, c'est de garder les enfants. Moi, je parle pas sami. Les enfants, ils ont entre 1 an et demi et 8 ans. Et des fois, je suis tout seul avec eux, sous moins 30 degrés, et je dois m'occuper d'eux. Je sais pas de ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Je parle pas leur langue. Et donc, c'est une galère sans nom. Et notamment, une histoire, c'est qu'à un moment, le petit de 1 an et demi arrive avec un énorme couteau dans les mains. Moi, je vois ça, mais un couteau de boucher. Je cours et je prends son couteau. Et là, la mère me regarde et me dit, mais tu fais quoi là ? Parce qu'en fait, pour elle, dans son éducation, en fait, le petit doit, dès son plus jeune âge, savoir manier ce genre d'outils. Et en fait, c'est aussi une nouvelle forme d'apprentissage, enfin, une forme ancienne d'apprentissage pour eux qui est en fait, t'apprends en faisant. Et donc, du coup, il va savoir que c'est dangereux et j'ai pas à lui enlever. Et moi, en plus, comme je porte dans mon histoire, dans ma culture, toute une histoire de colonisation où, en fait, depuis des générations et générations, on leur dit, en tant que Français ou en tant qu'Occidental, que c'est pas bien de leur manière de s'éduquer, c'est pas bien de faire ceci, cela, quand moi j'arrive et que je leur dis non, c'est pas bien de faire ça, alors que je voulais juste bien faire, en fait, finalement, elle l'a pris en disant, comme si j'allais contre leur culture, ou en tout cas que j'avais un jugement sur leur culture. Et donc ça m'a appris en disant, ok, en fait là, il n'y a pas le bon cadre, il n'y a pas le bon contexte pour avoir un échange qui soit le plus authentique possible. Et donc il y a eu des discussions, il y a eu des choses, mais par moments ça a été extrêmement brutal. Et moi ça m'a beaucoup inspiré en disant, en fait, dans cette histoire de faire communauté et surtout faire coexister les communautés entre elles, il y a vraiment besoin aujourd'hui de cadres neutres pour réussir à faire naître ces liens entre les communautés. Il y a une notion que tu as évoquée, c'est la notion, on va dire, de l'éducation. Ouais. J'aimerais bien que tu en parles un peu parce que le projet est quand même lié. Qu'est-ce que ça t'évoque et comment est-ce que t'aimerais partager? Premièrement, il y aura en effet ce livre pour parler du récit, avec aussi un guide pratique qui sera associé, où là c'est vraiment les grands principes pour faire communauté, avoir des vrais outils clés en main. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que une fois que moi j'ai mis un peu ces apprentissages-là, ces ressources sur la place publique, une fois que c'est disponible à tout le monde, je pense que l'enjeu, c'est d'aller vivre ces apprentissages, parce que c'est bien de lire des livres, c'est bien d'aller se former, c'est bien d'aller rencontrer des personnes. Mais si derrière, on ne vit pas les choses, si on n'arrive pas à vraiment s'approprier ces notions-là, ces grandes théories ou ces outils, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, un peu, moi, ce que j'invite à faire les gens, et c'est ce que j'ai vécu, en fait, moi, durant toute cette année, c'est de vivre des expériences. Et au travers de ce vécu-là, alors vous apprendrez la théorie et alors vous allez vraiment vous approprier ces notions. Et je pense que c'est un peu la clé aujourd'hui de l'apprentissage. Tu me parlais juste avant, un peu en off, de toi, tu as le fait que dans ton parcours, tu as cette formation par projet. C'est exactement ça. En fait, tu vis les notions que tu apprends en le faisant, en mettant les mains dans le cambouis. Et je pense que c'est ça aujourd'hui dont on a besoin. C'est de mettre les mains dans le cambouis et d'aller vivre ces apprentissages. J'avais lu qu'il y avait une personne, un discours qui t'a marqué par rapport aux EdTech. Est-ce que tu peux justement nous en parler un peu Ouais,
j'étais extrêmement intéressé par les EdTech et plus globalement par les technologies, puisqu'en fait, ça fait partie des transitions aujourd'hui. Et je trouve que, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, on évite à dire oh, la technologie, c'est bon, c'est les GAFAM, et donc du coup, on n'en veut pas, on pousse ça le plus loin possible, et c'est pas du tout dans nos réflexions aujourd'hui de la transition écologique. En tout cas, pas assez. Et donc, je me suis dit, bon, bah, en fait, la technologie, ça fait partie de notre société, ça va modifier à la fois notre lien aux autres, enfin, ça modifie déjà notre lien aux autres, mais aussi notre manière d'apprendre et de faire communauté. Donc, j'ai beaucoup lu et je suis notamment à une rencontre qui s'appelait le EdTech World Summit à Londres. Et là-bas, il y a, je pense que c'est peut-être ça dont c'est ça. je voulais me parler, c'est qu'il y a une personne qui à un moment dit, bah, en fait, l'enjeu, c'est pas de dire les EdTech, ou enfin l'IA en particulier, je sais plus exactement sa phrase, mais ce qui m'a marqué du coup dans ce témoignage avec cette personne, c'est qu'elle disait que aujourd'hui, c'est un enjeu de survie de savoir comment maîtriser l'IA. Parce que, en fait, l'IA, elle ne va pas se détruire du jour au lendemain. Elle fera partie de notre société. Et donc, l'enjeu, c'est pas de se dire est-ce que je veux de l'IA ou non. C'est comment j'utilise aujourd'hui l'IA. Quels sont le cadre qu'on a envie d'y mettre, quelle éthique j'y mets. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas dans 10 ans, quand tout le monde utilisera l'IA, qui, nous, dans nos modes d'action de la transition, on se dira ah ouais, en fait, ce serait quand même bien d'utiliser l'IA parce qu'en effet, ça a plein d'actions. Pour rebondir sur ce que tu dis, Ouais. ça a déjà un impact dans plein de secteurs d'activité différents, ça va continuer à en avoir. Et ce que tu écrivais aussi, c'était qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, Ouais. c'est pas quelque chose qu'on contrôle totalement, et on contrôle pas, enfin, il va y avoir des mauvaises choses, il va y avoir de très bonnes choses aussi, mais on maîtrise pas tout et on ne sait pas comment est-ce que, ce que l'avenir nous réserve Ouais. par rapport à tout ça. Aujourd'hui, notre environnement, il n'est pas uniquement physique, il est aussi virtuel. Et donc, à chaque fois, moi, c'est une étape par laquelle je passe, que ce soit l'école dans la forêt, les moines ou l'IA, c'est en fait quel est leur environnement physique, mais aussi quel est leur environnement virtuel, avec quels moyens de communication, dialogue, etc. Et donc, en fait, pour moi, c'est tout aussi important quand on prend aujourd'hui en main des outils, des questionnements, même une vision, de toujours réfléchir en disant, bah, monde physique, monde virtuel, et d'avancer les deux en même temps et ne pas oublier ni l'un ni l'autre, les deux coexistent. D'ailleurs, on voit très bien, hein, les communautés purement virtuelles, à un moment donné, ils finissent par toujours se dire ah, bon, on se rejoint dans cette ville-là pour se rencontrer, on a besoin de ça. Et aujourd'hui, les communautés physiques se servent des moyens virtuels et ceux qui fonctionnent bien, ce sont celles qui utilisent au mieux les objets numériques, les outils numériques pour dialoguer au mieux et pour faciliter ça. On t'a demandé de ramener un objet. Ouais. Qu'est-il ? C'est peut-être l'objet que j'ai de plus précieux en ce moment dans mon sac à dos. C'est mon carnet où je synthétise tous mes apprentissages. Donc, j'ai un petit carnet où je note à chaque fois mes fins de journée, ce qui s'y passe, mes émotions, ce qui s'est passé. Et ensuite, je synthétise tout ça dans ce carnet-là où dedans il y a aussi des cartes que j'ai reçues, des mots, des objets. Et c'est un peu l'essence pour l'instant avec quoi je ressors à la fois sur le sujet des communautés, mais aussi moi personnellement, un peu l'exploration intérieure que je vis. Donc c'est l'objet que j'ai voulu ramener. C'est l'objet qui t'accompagne partout, j'imagine. Ah ouais, Ouais. franchement, on peut tout me voler. Moi, je ne suis pas Ouais. très physique, mais ça, je pense que je dors avec Ouais. le soir pour éviter qu'on me le pique. Non, c'est vraiment un objet qui a beaucoup d'importance aujourd'hui pour moi. Qu'est-ce que ça te fait quand tu relis ce que tu écrivais au début, quand tu vois tout le parcours que tu as fait ? C'était une vraie exploration intérieure. Et je me rends compte aussi, et j'ai eu je pense du mal à me dire que c'est ok d'avoir des peurs, c'est ok d'avoir des réflexions qui ne soient pas abouties. Euh, et, et ça au départ, moi je voulais pas, enfin, je suis quelqu'un de très cartésien, et donc du coup dès que j'avais un problème, solution, un peu mon truc, solution, donc du coup je mets un plan d'action et j'y vais. Et en fait, en tout cas moi là dans mon chemin de vie, en fait il y a des choses qui prennent du temps, des questions que je me pose où j'ai pu y répondre que 6 mois après, des questions qui n'ont toujours pas de réponse.
mais en tout cas qui me guident et qui sont un peu des questions boussole qui m'aident à avancer. Il y a des personnes qui écoutent le podcast ou qui voient les vidéos qui se disent, peut-être, probablement, que tu es quelqu'un qui a plein d'énergie et que tu fais plein de choses, que tu as fait plein de choses. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à des gens qui, soit qui cherchent du sens, soit qui cherchent justement leur premier projet ou première action à faire, justement? Ouais. La première, ce serait de trouver des mentors, qui soient plus âgés ou plus jeunes, mais trouver des personnes qui vous inspirent et qui vont vous aider à cheminer. Moi, je pense que c'est en fait les projets, limite aujourd'hui, pour moi, c'est des fois des excuses à me dire, ok, bah pour ça, je vais pouvoir partager du temps avec telle ou telle personne. Il y en a qui sont devenus des amis et c'est aujourd'hui des personnes qui m'ont aidé à avancer et qui m'ont surtout donné du sens à mes engagements. Ensuite, la deuxième chose qui est un peu plus, pas concrète, mais qui est différente de trouver des mentors, qui est un réel outil que j'utilise moi dans mon quotidien, c'est la notion d'énergie. Où est-ce que je vais prendre mon énergie ? Parce qu'il y a plein de formes d'engagement, à la fois sur la cause, mais aussi sur le moyen. Faire un podcast, c'est complètement différent que aller être sur le terrain et faire des maraudes, etc. Et en fait, ces différentes formes d'engagement, elles sont en fait faites pour différents types de personnes. Et trouver un peu cette forme d'engagement, c'est hyper important. Donc, tester plein de choses. Moi, j'ai fait tellement de trucs complètement différents. Et en fait, des fois, je me disais, ouais, en fait, c'est juste pas mon truc parce que j'ai pas mon énergie. Et du coup, ce qui m'a aidé, c'est qu'à chaque fin ou milieu de projet, je me disais, ok, où j'en suis là ? Est-ce que ça me donne de l'énergie de faire ça ? Est-ce que ça m'en donne pas ? Qu'est-ce que j'apprends ? Et le troisième critère, c'est est-ce que je suis bien avec les personnes avec qui je fais ? Et je pense que ces trois critères, donc notion d'énergie, notion d'apprentissage et notion un peu de tribu, sont un peu moi mes trois critères qui m'aident à, lorsque je m'engage, me dire, ok, est-ce que je suis au bon endroit ? Et même maintenant, avant de me lancer, mais bien sûr, tu as toujours un inconnu, je me dis, ok, bah, est-ce que là, ça va être des choses qui vont me donner de l'énergie ? Est-ce que je vais kiffer avec les personnes ? Et notamment, mon critère, c'est est-ce que je peux aller parler de ce projet-là ou faire ce projet-là, genre à 7h du matin, un truc où tu n'as pas du tout envie de le faire, mais tu sais parce que tu as ces personnes-là autour de toi que tu es prêt à le faire et que tu vas passer quand même un bon moment. Et enfin, le dernier point, c'est est-ce que tu apprends des choses ? Je pense moi, je suis un peu drivé par l'apprentissage et je pense qu'on l'est tous un peu. Et donc, il y a aussi cette notion de, en fait, qu'est-ce que je vais apprendre dans ce chemin d'engagement ? Pour être très clairement pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas comment s'engager, en fait, c'est clairement se dire, engagez-vous dans ce qui vous donne envie, là où vous sentez qu'il y a une intuition, et c'est ok de changer si ça ne vous donne pas d'énergie. Et c'est pas parce que vous êtes engagé sous cette forme d'engagement et que ça vous a pas plu ou vous voyez pas d'impact que l'engagement c'est mort pour vous. En fait, il y a plein d'autres formes d'engagement, donc testez. Enfin, franchement, la vie c'est un buffet, et donc du coup il faut se faire kiffer et aller chercher tous les différents projets, les différentes communautés, et c'est comme ça en fait que vous allez savoir ce qui vous plaît pas, et après une fois que vous l'avez, juste masteriser le truc et kiffer votre life, quoi. Je retiens la citation, la vie est un buffet. Ouais, je commence à avoir faim, je pense. Ça doit être ça. On va maintenant parler du futur. On va rentrer dans la partie Imagine ton futur. Et pour ça, je laisse la place à Marion. Donc bienvenue Hugo pour cette dernière partie où on va essayer d'imaginer ton futur et le futur un peu plus général. Donc ce que tu disais, c'est que régulièrement tu faisais des marches seul pour définir ta vision pour les prochains mois. Là, tu en as fait une dans les dernières semaines, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu en as tiré pour tes prochaines expéditions, par exemple ? Alors, moi, donc, cette exploration-là que je fais depuis 1 an, j'ai eu des moments, des transformations assez fortes, des moments où je me suis dit, ok, bon, c'est ça que je veux dans ma vie, c'est les valeurs que j'ai envie de garder et qui sont un peu ma boussole pour la suite. Mais c'était un peu tout enfoui et j'avais besoin de clarifier à la fois cette vision à 10 ans, tu vois, de se dire, mais en fait, là, j'ai 25 ans, mais les pierres que je construis aujourd'hui, c'est pour partir quelque chose dans 10 ans. Et si là, si je fais la même chose que depuis ces 5-10 dernières années, je vais toujours avoir des bouts de cailloux, mais je vais pas avoir quelque chose de construit et des vraies briques. Donc je me suis dit, ok, j'ai cette vision-là maintenant dans ma tête de qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans, mais comment j'y arrive ? Comment concrètement
j'arrive à ce stade-là. Parce que c'est des choses qui ne sont pas du jour au lendemain. C'est, moi, notamment, dans ces choses-là, il y a, par exemple, fonder une famille, il y a avoir des relations qui me nourrissent. Mais en fait, si je suis toujours à des plans ou des projets de 6 mois, 1 an, ça ne fonctionne pas. Et notamment, c'était une phrase d'un des moines que j'ai rencontré à l'abbaye de Lérins qui m'a toujours marqué, qui m'a dit, en fait, c'est en s'engageant à vie qu'on se relie à la vie. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, les moines ont toujours raison, je sais pas. Mais j'en ai jamais trop rencontré, donc je te fais confiance là-dessus. Et je sais pas s'ils ont toujours raison, je pense pas. Mais en tout cas, ils ont quand même une sagesse. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en effet, que ce soit dans nos projets, dans les relations qu'on vit, en fait, quand on s'engage sur du long terme, on a forcément plus envie de le préserver et donc du coup se relier à ça. Un exemple très concret, c'est avec la famille. En fait, la famille, souvent, c'est des relations qu'on sait qu'on va garder la plupart du temps toute notre vie. Et donc, on réagit jamais de la même façon avec ses parents ou ses frères et sœurs sur une situation qu'avec un pote où on se dit, bon, bah, si ça se trouve, dans 3 mois, c'est plus mon pote, je m'en fous. Et ça, j'ai envie d'avoir un peu ce mindset-là dans la gestion de mes projets, dans la gestion de toutes mes relations et de se dire, bah, en fait, aujourd'hui, ce que je nourris, c'est pour quelque chose que j'ai envie de construire dans 10 ans. Donc ça, c'est un peu sur la posture. Ouais. Maintenant, concrètement, comment j'ai fait tout ça. Grande mission, en tout cas, quelque chose qui me drive, c'est de partager mes apprentissages. Là, j'ai l'impression d'avoir plein de matière et j'ai envie de le partager. Et donc de montrer que les communautés sont aujourd'hui un levier de transformation personnelle et sociétale pour répondre aux enjeux de demain. Donc il y a ce côté-là, donc, qui est beaucoup dans la communication, dans la diffusion de connaissances. Donc il va y avoir le livre qui va sortir en 2024. Okay. Il y a la newsletter aussi qui continuera à inspirer les personnes de aujourd'hui comment on fait communauté, comment ces communautés peuvent nous inspirer dans notre quotidien. Et également pas mal de conférences, que ce soit dans les entreprises, dans des écoles ou dans des événements. Et ensuite, une fois que j'ai donné tous ces apprentissages-là, j'ai aussi moi aujourd'hui un réel besoin d'accompagner les personnes dans la prise en main de ces outils. Et donc il y a aussi une grande partie d'accompagnement des structures, des communautés à impact, pour leur dire, bon, bah voilà, ces outils ils sont là, mais en fait, il faut que vous les appropriez. Donc, comment faire concrètement ? Et ça, j'ai envie de le faire collectivement. Puisqu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui sont spécialistes de la gestion de communauté. Et j'ai un peu un ras-le-bol de chacun on fait notre truc de notre côté. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on a tous plus ou moins la même vision d'un... Voilà, on a envie d'aller vers une société plus écologique, plus sociale. Et donc, au lieu de se grappiller ce truc de bah ouais, toi tu vas faire cette communauté, puis moi cette communauté, j'ai envie qu'on arrive à partager nos expertises, notre angle de vue et travailler collectivement et un peu de gérer des nouvelles formes de collaboration. Avoir un jeu qui soit bien inclus dans un nous. Donc, pas un nous qui efface le jeu, mais un jeu qui collabore avec le nous. Tu parlais un peu des relations que tu avais avec les personnes. Jusqu'à maintenant, tes expériences, tu les faisais seule, si j'ai bien compris. Tu as peut-être une équipe un peu derrière toi qui te conseille, mais finalement, tu vas être seule là-dedans. Et est-ce que... parce que même si sur place, tu vas rencontrer des collectifs, tu vas vivre des moments intenses avec des personnes, puis pas forcément les revoir derrière. Est-ce que, paradoxalement, tu souffres pas un peu de solitude à travers toutes ces expériences ? Est-ce que tu n'aimerais pas faire ces expériences avec un binôme ou une équipe un peu plus permanente? C'est un peu ce que tu commençais à évoquer tout à l'heure. Ouais, de ouf, je me sens trop seul là. Au bout d'1 an, j'en ai marre d'être seul, quoi. Ouais, et c'est paradoxal finalement, parce que tu vas dans des collectifs. Donc, ouais, mais c'est jamais la même culture. Ouais. Je suis toujours... j'ai un pied dans la communauté, un pied en dehors. Et là, aujourd'hui, j'ai un vrai besoin de la jouer collectif. Et c'est pour ça que je parlais notamment dans l'accompagnement aujourd'hui des communautés à impact. J'ai envie de faire ça collectivement pour qu'on puisse apporter nos expertises, mais aussi dans mon mode d'exploration. J'ai envie aujourd'hui qu'il y en a plein en fait qui explorent les différents modes de transition, un peu les différentes frontières qu'il y a entre ces différents collectifs. Et j'ai envie de créer ces nouvelles formes de collaboration qui lient un peu cette incarnation de ce côté solitaire, d'explorer, puisqu'en fait, je pense que on peut réellement explorer qu'en étant seul. Okay. Et je peux y revenir après, mais donc je pense qu'il y a ce côté solitaire qui doit être lié dans un collectif et un peu... bon, j'adore la montagne, mais un peu les guides, tu vois. Les guides, la plupart du temps, c'est des personnes solitaires qui amènent d'autres collectifs, mais seuls.
Et en fait, il y a rarement des guides qui sont tout seuls. Ils ont toujours des communautés de guides Ouais. qui en fait s'entraident, partagent des ressources communes, partagent leur expérience. Et c'est un peu ça, je pense, que j'ai envie de créer, avoir voilà, ces différents guides explorateurs où on arrive à se nourrir entre nous et on arrive à avancer collectivement vers une vision qu'on aura créée ensemble. Ok, et du coup, justement, je te relance sur ça. Pourquoi est-ce qu'on arrive à vraiment explorer seulement seul En fait, en tout cas, explorer les communautés. Ok. Puisque je me suis aperçu que dès qu'on était plus de un, on devient déjà un collectif. Ouais. En fait, on devient déjà un groupe. Et donc, un collectif, c'est pour moi une cellule un peu vivante. Dès qu'on fait rentrer une personne, on modifie l'équilibre de ce collectif. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je reste toujours sur du temps long. Parce que la communauté, elle, même alors que je suis tout seul, elle agira jamais de la même façon sur la première semaine qu'au bout de 2-3 semaines où Ouais, c'est l'équilibre a eu le temps de se remettre. Parce que forcément, voilà, je modifie les échanges qu'ils peuvent avoir entre eux, ces nouvelles personnes, donc c'est une personne de plus. Et donc, déjà, une personne, je sens cette différence-là. Ok. Et pour avoir fait quelques expériences où j'étais en binôme, en fait, quand tu fais rentrer 2 personnes, l'équilibre du collectif, je pense que le ratio est de 2 à 3, voire 4 fois plus important sur le déséquilibre que ça crée dans le collectif. Ok, ouais. Et ensuite, même moi, dans ma posture, j'appartiens en fait à 2 collectifs en même temps. C'est-à-dire que j'appartiens à ce collectif que je viens d'entrer, mais j'appartiens aussi à mon binôme. Et donc, c'est parfois plus douloureux, parfois plus compliqué. Sincèrement, moi, quand j'étais chez les moines et que des fois c'était dur, je suis pas croyant et que tu pries 7 fois par jour, j'aurais bien aimé avoir un copain ou une copine et lui dire oh, t'en as pas marre là. Ouais, moi On dit aussi. des trucs en latin toute la journée, tu comprends rien. Et en fait, ça va chercher des choses à la fois en toi qui sont importantes et cette confrontation à toi, elle est importante. Et puis ensuite, même sur l'aspect du collectif, ça m'a ouvert des opportunités. Clairement, tu vois, par exemple, le monastère, j'aurais pas pu le faire à 2, ils n'auraient pas accepté un binôme. Même de manière plus globale, ça permet de moins aller déséquilibrer le collectif et donc de mieux comprendre ce qui c'est. Et puis surtout, moi, en termes de posture, quand je vais dans un collectif, je veux avoir le moins d'impact négatif sur eux. Donc, du coup, être tout seul limite mon impact sur ce collectif comparé à 2. Ok, ouais, je vois. Et puis même, je pense que si t'es à 2, tu sors finalement moins de ta zone de confort. Comme tu disais, tu peux vachement te reposer sur l'autre personne. Même, tu disais par exemple, avec les Samis, tu partageais pas la même langue. Si t'avais quelqu'un qui partageait ta langue, ça aurait été pas du tout la même expérience. Ouais. Et on le voit même quand on est étudiant, pour une expérience que beaucoup peuvent vivre. Quand tu vas à l'étranger et que tu vas avec d'autres étudiants que tu connais ou même au moins qui sont aussi français comme toi, c'est totalement différent. Tu vas pas essayer de parler la langue ou du moins un peu moins. Donc c'est aussi plus challengeant, on va dire, pour toi-même. Et tout à l'heure, tu parlais aussi du fait de vouloir peut-être un peu plus te poser. Moi, je me demandais justement, est-ce que financièrement, c'est pas aussi un besoin que tu vas avoir de te poser? Comment tu fais jusqu'à maintenant pour financer tes explorations et comment tu vas faire par la suite Sur le financement, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, j'ai 3 modes de financement. Okay. J'ai lancé un crowdfunding maintenant il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est du financement citoyen contre des contreparties, type des conférences, des livres, des cartes postales que je leur envoie. Ok, trop mignon. Donc ça, c'est le premier côté crowdfunding. Il y a un deuxième côté qui sont un peu des associations amies qui m'ont un peu fait du mécénat et qui ont, du coup, c'est des organisations comme l'organisation de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qui ont par intérêt aussi sur le sujet des communautés, mais aussi, et je le reconnais, un souci de m'aider dans mon projet, m'ont soutenu financièrement. Et puis enfin, 3e point, qui est en fait des missions que je fais pour des entreprises ou des collectivités, où là je fais des conférences, où je rédige des articles, et ça me permet de me financer. Ok, c'est génial que tu aies réussi en tout cas à trouver un financement à ça, parce que c'est pas forcément évident quand on voit tout ce que tu fais. On peut se dire, en fait, il avait des sous, il a réussi à partir, tout ça. Et donc, c'est cool de voir que tu peux vraiment mener des actions qui ont une vraie valeur finalement pour toutes ces personnes qui sont soutenues. Ça montre ça. Et alors, c'est quoi tes prochaines immersions? Parce que tout le monde a dû entendre toutes tes anecdotes jusqu'à maintenant.
et on a très hâte de savoir ce que ça va être la suite. Donc, est-ce que tu peux déjà nous en parler? Je pars la semaine prochaine et je pars pour une école qui s'appelle Fertile. Fertile, c'est une école de la coopération. Ils ont plein de programmes différents, mais notamment un programme assez phare qui est le parcours de coopération fertile. Ils disent aussi CF. Ok. Et pendant 6 semaines, il va y avoir une vingtaine de personnes qui vont être dans un écolieu. Ils ne vont pas bouger de cet écolieu-là et ils vont apprendre à coopérer ensemble. Donc c'est toute une pédagogie autour de l'engagement, de la coopération, pour en fait, un peu trouver ces talents pour les mettre au service d'une société qui soit plus écologique et sociale, et tout ça de manière collective. Et donc j'ai vraiment trop hâte, parce que c'est dans un super écolieu qui s'appelle l'Oasis des Âges, près de Brive-la-Gaillarde. Donc déjà le lieu est super, et ensuite en termes de diversité de profils, je suis assez impressionné de la capacité de Fertile à réunir des personnes totalement différentes. Ah ouais. Puisque dedans, tu peux avoir une personne qui a genre 24-25 ans, qui sort de ses études d'ingénieur et qui se pose des questions de qu'est-ce que je fais de ma vie, à Christine qui a 60 ans et qui en fait veut réaliser un écolieu avec sa bande de potes, Ouais. mais qui ne sait pas comment faire et qui du coup veut être formée à ces méthodes de coopération. Et tout ce beau monde va vivre et coopérer ensemble pendant 6 semaines et surtout servir de un peu ce mode de vie comme cas d'étude pour tous les outils, les méthodes que les différents formateurs et formatrices vont apporter durant ces 6 semaines. Donc j'ai quand même assez hâte. Et d'ailleurs pour tous les étudiants et les étudiantes, parce que je sais que c'est plutôt ces personnes-là qui vous écoutent, allez voir Fertile. Fertile, c'est une super école. Ils ont notamment des programmes spécifiques pour les ingénieurs et pour les écoles de commerce pour se dire voilà, comment je me forme aux enjeux environnementaux et sociaux, et ensuite comment je trouve ma place à la fois dans mes formations, mais aussi dans mon métier sur ces sujets-là. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir Fertile. Ok, bah moi ça m'intéresse carrément, donc je vais regarder ce qu'ils font. Et ce que je te propose, donc là on tourne, on est fin octobre 2023. La vidéo sortira normalement en janvier 2024. Donc ce que je te propose, c'est que tu t'adresses un peu à ton toi du futur pour lui demander ce que tu voudrais, des questions en fait auxquelles tu voudrais répondre suite à cette expérience, un peu ce que tu te demandes en fait en allant là-bas. Et peut-être que si ça te va, tu pourras nous faire une petite vidéo un peu réponse à tes questions en fait, que tu te poses actuellement pour être un peu à jour finalement de tes expériences quand on postera la vidéo. Ah, vous êtes ouf, j'adore. Ah, j'adore. Donc tu peux te regarder directement Ok. ici. Salut Hugo. On est maintenant en janvier 2024 et j'espère que ton expérience au sein de Fertile s'est bien passée. J'espère surtout que tu as su prendre du temps pour créer des réels liens avec ces personnes, que tu as vécu des expériences de ouf, des expériences profondes. Et j'ai quelques questions à te poser. La première, c'est là, aujourd'hui, qu'est-ce qui résonne vraiment en toi? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Pas les plans que tu t'es dit, ce qui brûle en toi. Est-ce que tu es capable de remettre en cause, en chemin, ton plan que tu avais bâti depuis quelques mois? La deuxième question, c'est qu'est-ce qui te donne envie aujourd'hui d'aller mettre en place ce plan d'action? Quels sont les outils que tu as entre tes mains qui vont te permettre d'avancer? Et enfin, je pense que la dernière question que j'ai envie de te poser, et peut-être la plus importante, c'est qu'est-ce que tu veux apprendre maintenant? Et enfin, une fois que tu as appris ça, comment tu veux le transmettre? Comment tu veux partager tous tes apprentissages, et pas seulement à ceux qui ont la chance de pouvoir facilement avoir accès à ces contenus, comment sincèrement et authentiquement tu arrives à partager tous tes apprentissages à ceux qui n'ont pas forcément aujourd'hui les moyens ou le temps, l'énergie, les ressources pour accéder au fait de faire tribu. Comment tu arrives à créer ces tribus-là et à les connecter entre elles. Voilà, ça avait pas mal de questions. Je pense que tu as un peu de pain sur la planche. Donc maintenant, tu as toute l'année 2024 pour le faire. Bah trop bien. C'est des questions hyper deep. J'espère que le toi du futur va pouvoir relever le défi. Et donc voilà la vidéo de Hugo du futur. Salut Hugo, je viens de relire ta capsule
de ton passé pour avoir toutes tes questions. Alors déjà, il y en a eu beaucoup, mais merci pour ces questions. Et pour te répondre, aujourd'hui, moi, ce qui m'anime, c'est l'écriture du livre. Là, je suis en pleine rédaction, je viens de finir une grosse journée à plancher sur un chapitre qui est enfin fini. Et pour continuer sur la deuxième question, ce qui m'anime dans l'écriture de ce livre-là, c'est justement de pouvoir partager ce que j'ai vécu, pouvoir partager mes rencontres, mes apprentissages au travers d'un format qui est tout nouveau pour moi, qui est l'écriture sur du long format avec ce livre. Et surtout, ce que j'apprends dans ce processus-là, c'est savoir me dévoiler. Voilà, je pense que pendant longtemps, je me suis caché derrière des grands chiffres ou des grandes visions du monde à partager, mais j'ai peu partagé ce que moi je vivais, ce que moi je ressentais. Et donc là, je suis dans un plein processus où je vais creuser en moi pour partager réellement ce qui s'est passé dans mon cœur, dans ma tête, dans mes tripes. C'est un processus extrêmement apprenant, mais aussi extrêmement profond. Et j'avoue que je prends tout autant de plaisir que je me flagelle à faire ça. Donc voilà, j'ai hâte de sortir de ce tunnel d'écriture et de pouvoir voir ce que les gens disent de ce récit d'exploration. Donc voilà, il sortira en mars 2025 et j'ai très très hâte. Salut! Voilà. Et donc pour terminer ce podcast, ce qu'on aime bien faire avec chacun de nos invités, c'est d'imaginer un peu le futur, donc collectif justement, avec des angles d'approche différents. Donc par exemple, on avait demandé à notre toute première invitée, Lou, d'imaginer un peu le magasin de mode du futur, parce qu'elle fait de l'upcycling, ou encore à Lucille, la salle de bain du futur, parce qu'elle est dans le zéro déchet justement de la maison, salle de bain, etc. Ok. Donc ce qu'on s'est dit qui pourrait être intéressant avec toi, et donc on le fait aussi de manière créative, donc Ok. de manière artistique, en dessinant en fait directement. Ok. Il n'y a aucune pression artistique, Heureusement. voilà. Et donc ce qu'on voudrait te proposer, ce serait de dessiner un peu peut-être l'école de demain, parce que t'es vachement dans l'apprentissage. De ouf. T'es allé déjà dans une première école, là tu vas aller dans Ouais. un deuxième type d'école. Je pense que ça va être intéressant d'avoir un peu ta vision Ouais, de carrément. comment on peut imaginer ça, et pour imaginer des futurs souhaitables ensemble. Ok. L'idée, c'est que tu nous expliques un peu en même temps Ok. ce qui te passe par la tête. Mm. Si tu as besoin d'un peu de temps de réflexion, tu peux aussi. Bon, on va y aller from scratch. Let's go. En fait, pour moi, déjà, dans l'école, il n'y a plus d'école. Ok. Pour moi, il n'y a plus d'école, donc c'est juste une ville. Donc, mettons, pour moi, une ville, c'est avant tout une forêt, puisque moi, je me sens bien que dans la forêt. Donc, du coup, un endroit où habitent les gens, c'est la forêt. On espère que les arbres seront pas tout noirs dans le futur. Ah oui, c'est vrai que je prends pas les non, bonnes non, mais couleurs. t'inquiète, c'était juste une blague. Bon, on va mettre un peu de vert. Non, orange en ce moment, donc on est en octobre. Ah ouais, on Il s'adapte. y a les belles couleurs à la qui commencent saison. à arriver. Donc, déjà une forêt où donc, les personnes ont facilement accès à aujourd'hui un espace vivant et régénératif. Ensuite, dans cette école-là, donc qui est une école de la vie, il y a une grande différence d'âge. Donc, il y a à la fois, je vais prendre cette couleur, des personnes un peu plus âgées. Mhm. Moi, tu une canne, je suis désolé. Pas d'âge, mais, des enfants de tous les différents âges, des adultes aussi. Et en fait, donc là, on les voit, du coup, on les voit jouer ensemble parce que en fait, l'apprentissage, c'est avant tout du jeu et du jeu entre les générations. Donc là, il se passe la balle. Donc on apprend à tout âge, quoi, On finalement. apprend à tout âge. La vie est un terrain de jeu où on fait que apprendre. Donc ça, c'est une partie, on va dire, centrale. Puis ensuite, en fait, il y a rapidement des entreprises. Sauf que les entreprises, elles sont au sein même de l'école. L'école qui n'existe plus, mais ça fait que, en fait, aujourd'hui, on va dire que ça, c'est... On va dire que c'est une boîte. Entreprise. Voilà. Une boîte au sens littéral. C'est ça. Et qu'en fait, les activités de l'entreprise sont des cas d'études pour, donc on va faire des petites fiches là, sont des cas d'études
pour les différents apprenants. Mhm. Et qu'en fait, à la fois, ça nous permet d'avoir de la production sur ce qu'on a envie de faire, mais ça nous permet aussi d'apprendre sur en fait, qu'est-ce qui a été bien fait, mal fait. Et donc, voilà, d'avoir ces liens qui soient faits. Et notamment, il y a une grande mesure qui est qu'il y a 20% du temps des salariés qui doit être donné à la transmission de leur savoir. Ils ont donc du coup une journée sur 5 pour aller Apprendre aux autres. apprendre aux autres leur métier. Ok. Euh, Et finalement, eux-mêmes ont aussi un regard neuf, finalement, avec les cas d'études sur ce qu'ils font actuellement. Exactement. Il y a vraiment un lien qui est fait entre la vie collective, la vie de la cité et les entreprises. Il y a aussi, on peut le faire comme ça, on va dire que là, c'est la frontière avec une autre école. Mhm. Donc, mettons, on va dire que ça, c'est l'autre école. Et donc, du coup, il y a des liens, il y a des espaces qui sont créés entre ces frontières-là. Ce sont Mhm. des espaces neutres où cette communauté qu'on peut appeler la communauté A et ici la communauté B, et ben en fait, la communauté A et B, ils vont pouvoir dialoguer ensemble et s'apprendre ensemble de leurs différentes cultures, de leurs différents modes d'apprentissage, etc. Et, ah oui, La touche enfin, finale. la touche finale, qui est pour moi très important, c'est le feu de camp. Le feu de camp, c'est un endroit convivial et circulaire où les personnes... Je suis vraiment désolé pour le dessin. Non, mais Mais- comme t'expliques en même temps, ça me rappellera. Ouais, heureusement. Et donc là, sur ce feu de camp, en fait, les personnes, au début de la journée et à la fin de la journée, peuvent se réunir pour savoir comment s'est passée leur journée, comment ils se sentent. Et c'est aussi un espace où il va y avoir pouvoir du lien intergénérationnel qui va se créer. Et en fait, c'est là où tout se passe, parce que c'est là où on apprend les uns des autres, c'est là où on apprend les vieilles histoires, c'est là où on apprend aussi les nouveaux questionnements. Et en fait, aujourd'hui, que ce soit dans cette école ou dans le monde, on manque de feux de camp, on manque de ces espaces d'interaction entre les différentes générations, entre les différentes cultures. Et c'est pour ça que ce feu sera vraiment central dans cette école. Trop bien. Et comme ça ramène aussi finalement les émotions dans l'école, parce qu'actuellement, c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à Exactement. gérer. Et pouvoir avoir un espace pour s'exprimer, c'est hyper intéressant. Bon, on montre, peut-être, si tu veux montrer le dessin final. Je vais le signer, À je la vais le signer ca- avant, oui, on sait jamais. c'est ça. En plus, on te demande à chaque fois de signer, Ah ouais donc tu fais bien de m'y faire penser. Ah oui, quand même mes œuvres d'art, je les protège. T'as bien raison. Ouais, parce que Peut-être que ça vaudra de l'or en plus. Voilà. Pas sûr, Mais on le gardera précieusement avec Ouais. les autres. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris. J'ai hâte de voir donc ta réponse pour que donc vous avez sûrement dû déjà voir suite à ta prochaine immersion et de voir aussi ton livre qui sortira en 2024 si j'ai bien compris. Septembre 2024. Voilà. Et donc si vous voulez en savoir plus sur les aventures de Hugo, vous pouvez le suivre donc sur Into the Tribes, sur Instagram. Et ensuite, sur LinkedIn, c'est en mon nom, donc c'est Hugo, et mon nom de famille, c'est Paul. Voilà, donc on retient tout ça. Et merci beaucoup Hugo et à bientôt. Merci.